Richie Brown. Nous avons notre conseiller en ligne. Posez toutes vos questions en écrit. Mais le WhatsApp est occupé. Surtout, n'appelez pas. J'ai horreur de cela. Monsieur Fidèle Ngwandika, bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir. Vous avez dit la dernière fois être comme le parrain de ce projet de constitution. C'est-à-dire que si demain la RCA tombe ou se relève, vous êtes, on vous doit cela. On vous devra cela, c'est ça, vous serez comptable. Écoutez, j'assume ce que je suis et je suis fier, très fier d'être parmi ceux qui ont initié ce projet parce que il s'agissait pour beaucoup d'autres une simple révision de cette constitution en vigueur et qui pour nous elle est mal écrite. Et donc je suis parmi ceux-là qui ont voulu la réécriture d'une nouvelle constitution. Voilà. Et maintenant nous y sommes, le projet a été présenté. Dimanche, nous irons au vote pour le 8 massif. D'accord. Donc, si demain, cette constitution change la RCA, nous vous dirons merci. Et il se peut même qu'il ait une rue ou avenue du nom de Fidèle Ngwandika. Peut-être. Tout est possible. Je ne souhaite pas ça. J'ai déjà mon palais en mon nom et ça suffit. D'accord. Je suis au service du peuple souverain. Ce sera ma part de contribution à l'émancipation de notre pays et au bien-être social et économique de la population centrafricaine. Bravo, merci beaucoup. Quand je vous entends parler, dire que c'est la constitution de Mme Sama Panza que nous changeons, est-ce qu'elle pourrait le prendre comme une injure ou pas? Ou nous-mêmes? Ou bien c'est juste pour dire que que cela date de son époque? Mais nous ne changeons pas de constitution. Nous écrivons une nouvelle histoire pour la République centrafricaine. Oui. Après le vote, ce sera une nouvelle République. La constitution de Samba Panza, après le vote de ce projet, restera dans l'histoire. On ne l'oubliera pas. Donc, ça fera partie de la constitution de la 7e ou 6e République. Donc, quand on dit constitution de Samba Panza, ce n'est pas une insulte au fait. C'est pour faire référence à son passage. Non, pas du tout. On dit aussi la constitution de Bozizé, la constitution de Batassé. Oui. Il y avait également la constitution de du président Feukolimba. Et donc, ça les immortalise. D'accord. D'accord. Merci pour cela. J'ai une question. Attention, vu que je tiens le téléphone, c'est pas très évident. Je sais que j'ai noté quelques questions pour vous. Par exemple, par rapport au Haut Conseil de communication. C'est-à-dire que c'est l'article 160. Parce que j'ai le projet sous les yeux là. Je sais qu'après l'article 163, il est écrit « Les membres du Haut Conseil de la communication sont désignés parmi les personnalités ayant au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans les domaines du journalisme, des arts et de la culture, de la communication, du droit, ainsi que les nouvelles technologies et de l'information et de la communication. » Est-ce que ceux qui font des lives depuis 10 ans sont considérés, peuvent faire partie de ce conseil-là, de ce Haut Conseil de communication? Est-ce que ce qu'ils font en ligne est considéré comme de la culture ou de la communication? Bien, écoutez, je ne sais pas si c'est les 10 ans d'expérience qui vous choquent ou... voilà, c'est les 10 ans d'expérience qui vous choquent ou... Non, pas du tout, c'est juste que...
est-ce que les liveurs peuvent faire partie de ce haut conseil en question? Est-ce que c'est possible pour eux d'être appelés à Bangui pour faire partie du haut conseil de communication? Non, mais les liveurs ne sont pas des professionnels de la communication. Ah. Pour être membre du haut conseil, il faut être professionnel de la communication dans le domaine, c'est bien écrit dans les domaines du journalisme, des arts et de la culture, de la communication, du droit, ainsi que des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. On ne va pas prendre les gens comme ça parce que les membres sont choisis ou élus par leur père. J'ai eu l'honneur d'être membre élu du premier haut conseil de la communication de la République centrafricaine en 1998, avant de démissionner pour briguer la magistrature suprême de l'État. Et donc j'étais membre en tant qu'ingénieur de télécom, ayant passé 17 ans de service au sein des postes de télécommunications. Voilà, donc les liveurs, si les liveurs sont des professionnels, alors parce qu'aujourd'hui, tout le monde profite des réseaux sociaux et pour se targuer, je ne sais pas, d'usurper la profession de journalisme ou de communicant. Voilà, il faut être diplômé d'une école en la matière. Et ce qui a été énuméré comme professionnel dans les domaines énumérés dans l'article 163. D'accord, donc c'est mort pour vous, les frères et sœurs. Ensuite, je viens par rapport au Conseil constitutionnel qui comprend 11 membres, 11 membres désignés pour un mandat de 9 ans. Apparemment, d'après ce qu'on nous a expliqué, que dans l'actuelle constitution, il fallait que ce soit une femme du calibre de Madame Darlan. Et qu'il n'y avait pas 102 à Bangui, des Ivoiriens, il n'y avait pas 102. C'est-à-dire que maintenant, cette histoire-là, c'est terminé. La chance est donnée à... Oui. Oui, c'est terminé, c'est révolu. C'est complètement révolu parce que, voyez-vous, la constitution en vigueur actuellement a été taillée sur mesure. Oui. On l'a fait sur mesure. Et en plus, il y a plein d'articles qui figuraient dans les anciennes constitutions qu'on a malicieusement enlevés pour, comment dirais-je, favoriser les candidats. On savait pertinemment que Mme Darlan, brave qu'elle soit, intellectuelle de son état, professeur de droit, était la seule. Oui. Était la seule à occuper ce poste en tant que femme. Oui. Et donc, voilà. D'accord, donc les choses changent désormais, ce qui donne la chance à plusieurs autres femmes qui n'ont pas forcément ces diplômes de figurer, mais pas n'importe lesquels, évidemment. De toute façon, cette constitution a mis un point d'honneur sur le concept des genres. Oui. Voyez-vous, à l'article 14, la femme est l'égale de l'homme dans toute sa plénitude. Le 50-50 va être une réalité par rapport à l'ancienne constitution qui prônait le 35%. Oui. C'était une constitution misogyne. Là, aujourd'hui, la constitution donne plein droit d'égalité, d'équité entre le masculin et le féminin. Vous pouvez aller à l'article 14 pour voir ce qui a été écrit là. Voilà. D'accord. Je sors un peu de ça, juste pour... là, en parlant de 50-50, j'ai une question qui me revient. Que signifie le 50-50 s'il y a 30 ministres? Est-ce que 50-50 veut dire 15 ministres femmes et 15 ministres hommes ou pas du tout? Que signifie 50-50 sur 30 ministres, par exemple? 50-50, ça veut dire
s'il y a 30 ministres, Oui. 15, c'est 50-50. Il y aura donc 15 masculins et 15 féminins. Vraiment, c'est ça le 50-50, d'accord. Et... absolument. Et bon, vous savez, pour être ministre, ce n'est pas un concours. Hein. Tout à fait. Ce n'est pas un concours. Et quand on parle de quota, moi, je ne suis pas pour un quota parce qu'une quota, c'est une cooptation. Mais quand on nomme le président de la République, il doit respecter la Constitution. Quand on dit 50-50, la nomination, on peut nommer quelqu'un. Pour les présidents, on parle de licence comme diplôme minimum. Oui. Mais pour le ministre, on n'en parle pas. Du tout, non. Une femme qui est lettrée peut être nommée ministre. On a vu des gens aujourd'hui au gouvernement qui sont illettrés, qui ne savent même pas parler français ni sango. Mais ces ministres-là sont entourés des commis de l'État, des commis de l'État assez achalandés en diplôme pour les guider et leur interpréter les textes de loi ainsi que les documents de conseil des ministres. Oui. Donc, ce sera une grande faute du président de la République. Il n'aura plus d'excuse. Celui qui sera élu demain, et s'il ne respecte pas l'article sur la parité, l'article 14, les femmes auront le droit de la ramener devant la haute juridiction. D'accord, on verra ce qu'il en est. Partagez, envoyez beaucoup de pouces, de cœur et des étoiles. Nous sommes en ligne avec le digne patriote Fidèle Ngouandjika qui nous donne des explications par rapport au projet de la Constitution. Nous revenons sur l'article 67 qui parle du président de la République élu au suffrage universel. Je voudrais juste comprendre la partie où on dit avoir résidé sur le territoire national au moins pendant les 2 ans consécutifs qui précèdent le délai légal du dépôt de candidature. Que signifie 2 années consécutives? C'est rester 2 ans à Bangui sans voyager ou comment? S'il vous plaît, merci. La Constitution que nous querellons aujourd'hui, c'est-à-dire la Constitution du 30 mars 2016, disait en son article, l'article pareil, c'est-à-dire le même mot, il faut résider au moins une année. Aujourd'hui, c'est passé à 2 ans. Oui. Et bien placé pour interpréter ce texte, puisque j'ai été moi-même candidat. J'ai obligé de revenir au pays de mon exil en 2014 pour y rester pendant toute une année afin de n'être pas disqualifié. Vous savez très bien que le général Bozizé, en 2020, il est arrivé trop tard. Oui. Et ça a valu sa disqualification, plus le fait qu'il est rentré illégalement sur le territoire. On lui a collé le qualificatif de mauvaise moralité sur le dos. Et voilà. Et donc, il fallait qu'on vienne et qu'on reste au pays pendant une année. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de sortir. Non, on n'est pas séquestré. Okay. Mais vous venez pour résider. Vous montrez votre passeport. Oui. Une photocopie de votre passeport à la Cour constitutionnelle, ça fait partie des dossiers. Et on regarde, sortie du territoire, entrée du territoire, et au moment des élections, ils vont calculer, ils vont regarder. Vous pouvez sortir pour rester une semaine et revenir, 2 semaines, 1 mois, mais vous résidez 2 ans. Ah, il faut que ça totalise les 2 ans. Vous pouvez sortir de temps en temps. C'est exactement comme les cartes de séjour. Ceux qui sont à l'étranger, surtout en Europe occidentale, c'est-à-dire dans l'Union européenne, on vous donne une carte de séjour. Et sur la carte de séjour, on vous demande de résider
6 mois consécutifs avant de sortir. Oui. Si vous ne résidez pas 6 mois, si vous ne résidez pas 6 mois, et lorsque vous allez renouveler votre carte de séjour, et on ne vous donnera pas, si vous avez premièrement une carte pour une année et que vous voulez renouveler pour avoir une carte de 5 ans, ben, ça ne marchera pas. Il vous donnera toujours une carte d'une année ou un récépissé. Mais si vous restez au-delà de 6 mois, ils vont regarder, ils ont le fichier de sortie-entrée. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous sortez de l'aéroport, on vous donne une fiche pour remplir. Et en France, maintenant, même s'il n'y a pas de fiche, et on prend votre passeport, on le scanne quelque part, et il y a un ordinateur avec intelligence artificielle qui prend la date d'entrée et de sortie et c'est envoyé au fichier central. Hein. Donc, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que les gens seront enfermés, mais il faut qu'ils résident en Centrafrique avec un certificat de résidence de 2 ans sans pour autant sortir abusément. D'accord. Donc, si quelqu'un est censé rester 2 ans, ce qui fait dire que 24 mois, et qui part 6 mois, c'est-à-dire qu'il aurait fait 18 mois sur le territoire, il manquerait 6 mois, qui doit absolument, c'est-à-dire que s'il manque les 6 mois, c'est fini pour lui. Non, ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir 6 mois. Sur les 2 ans, sur les 24 mois, vous pouvez aller vous soigner pour une semaine, vous pouvez... et ça, on ne compte pas ça. Mais vous résidez pendant 2 ans dans le pays. C'est exactement comme ça. Vous n'avez pas le droit de partir, je ne sais pas, de toute façon, on met 2 ans pour que la personnalité qui aspire à diriger la République centrafricaine ait au moins 24 mois pour connaître le pays, pour s'imprégner des réalités du pays. On ne peut pas rester 17 ans à Baltimore et venir le lendemain postuler à la magistrature suprême de l'État. Il faut résider dans le pays. C'est comme ça que ce se fait pour permettre aux gens de mieux connaître le peuple qu'il aspire à diriger. C'est ça. Ce n'est pas... C'est ça. Prendre comme exemple le vôtre, à l'époque où M. Dolo Guélé était Premier ministre, vous dites souvent que quand c'était votre tour, il n'a pas osé parler, il a bien vu les conditions dans lesquelles et tout ça vous avez été mis, vous, M. Couser, l'enquête qu'il y a eu, il s'est tué. Est-ce une vengeance ou bien la nature fait de ce retour à l'envoyeur? Parce que vous citez souvent cet exemple-là. Pourquoi? Non, mais écoutez, moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Doléguélé et les autres candidats. Ce sont des dignes fils du pays. Ce sont des dignes fils du pays au vu de ce qu'ils ont obtenu quand même pendant ces dernières élections. C'est ça. Mais la loi, cette loi, elle est dure. Et c'est donc des dignes fils du pays, entre guillemets, c'est eux qui, au temps du président Patassé, ils ont aidé à la rédaction de la Constitution du 14 janvier 1995. Je vais vous lire le passage. Nous l'avons repris textuellement. Constitution Patassé, MNPC, 14 janvier 1995. Le président de la République est élu au suffrage universel. Ça, c'est l'article 23. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 6 ans, renouvelé une fois. Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement par décret pris en conseil des ministres. Ne peut être candidat à l'élection présidentielle que les femmes et les hommes centrafricains d'origine âgés de 35 ans au moins, ayant une propriété bâtie, n'ayant que la nationalité centrafricaine.
Je m'arrête là. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un qui a une double nationalité, quelqu'un qui est binational, ne peut pas prétendre à briguer la magistrature suprême de l'État. C'est net et clair. Et donc, en 1999, M. Georges Toléguélé était Premier ministre chef du gouvernement. Ouais. Il était déjà français. Ouais. Donc, il savait très bien, il maîtrisait parfaitement cette constitution parce que c'était lui qui organisait ces élections à l'époque. Et donc, il se rappelle très bien que Patassé a déposé plainte contre le général Kolimba. Son épouse Mireille, que j'affectionne beaucoup, est vivante. Les enfants de Kolimba sont vivants et ils m'écoutent en ce moment. Kolimba était écarté de la course. Moi, Fidel Gondika, époux d'une femme caucasienne, les gens vite compris que ma femme, puisqu'elle a la peau blanche, elle serait d'origine française et que moi aussi, je serais français par alliance directement. Et il y a un troisième candidat, c'est M. Pouzer qui a fait toute sa vie professionnelle aux côtés de feu Omar Bongo, président du Gabon, en sa qualité de conseiller juridique du président gabonais. Et on disait qu'il avait la nationalité gabonaise. Et donc, nos trois dossiers ont été écartés de la course, mis en instance pour vérification. Et bref, après vérification, une commission rogatoire a été composée sur place à Bangui des magistrats qui ont voyagé sur dos du contribuable centrafricain au Quai d'Orsay, à Nantes, pour vérifier, et au Gabon, pour vérifier si effectivement on était français et l'autre était gabonais. Parce qu'on avait comme avocat M. Sarambo qui avait dit, je ne sais pas, en latin, je ne me rappelle plus, mais j'ai la traduction, il appartient à celui qui allègue de prouver. C'est-à-dire que si vous accusez quelqu'un, ce n'est pas à l'accusé de vous donner les preuves, c'est à vous de prouver que l'accusé est tel. Donc, c'était à eux de prouver qu'on est français. Donc, ils ont fait le tour du monde. Finalement, on n'avait pas la double nationalité. Et c'est comme ça que nous avons été remis dans la course présidentielle. Mais c'était très grave. C'était très grave parce que M. Patassé, son conseiller, Maître Khan, et son ministre d'État des Finances à l'époque, qui était le directeur de campagne de Patassé pour les élections de 99, nous ont traduit devant la justice correctionnelle pour faux et usage de faux que nous on usurpait la nationalité centrafricaine. Parce que le code à l'époque, ils nous ont brandi le code. Le code que nous utilisons aujourd'hui, à son article 46, qui dit que si vous avez sollicité et obtenu une nationalité autre que la centrafricaine, après votre majorité, vous perdez d'office la nationalité centrafricaine. Et on n'était pas passible d'une peine de 6 mois d'emprisonnement avec 5 millions, c'est pas d'amende. Et voilà. Oui, mais heureusement, nous n'avions pas cette double nationalité. Et c'est comme ça qu'on a rentré dans la compétition. Et M. Toléguélé, il le sait très bien. Mais ça se trouve, il est devenu français. Qu'à la chute de son régime, étant parti en exil, ça se trouve, il est devenu français qu'après. Ouais. Avez-vous la preuve qu'il était déjà français à l'époque? Non. M. Toléguélé est français depuis les années 90. Ce n'est pas après. Il est français depuis longtemps. D'accord. Et Ziguiné était Premier ministre de 2000 à 2003. D'accord. Et je vous dis
Donc, ils ont renié ils ont levé cette préférence nationale. Pourquoi enlever? Parce que lorsque Bozizé a pris le pouvoir, le président de l'Assemblée de transition était M. Tchangaï. oui. Souvenez-vous, M. Tchangaï. C'est eux qui ont refait la constitution du 27. Arrivé à Mme Samba Panza, Mme Samba Panza aussi a enlevé cette partie de... Elle a répondu celui-là, mais a enlevé la partie centrafricaine d'origine. Pourquoi? Et je vais vous lire. Ne peuvent être candidats pour la constitution de 2016. Ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle que les hommes et les femmes remplissant les conditions suivantes. Être de nationalité centrafricaine. Alors que dans toutes les constitutions, depuis Bokassa, Koulimba, jusqu'à Patassé et Bozizé, c'est marqué centrafricain d'origine. Et Samba Panza, ayant 3 nationalités, camerounaise de père, tchadienne de mère, centrafricaine par alliance, parce qu'il est marié avec un centrafricain, va enlever la partie centrafricaine d'origine. C'est seulement 2016. Ça a été enlevé sans que personne ne s'en rende compte. Alors, dans toutes les autres constitutions, on parle des centrafricains d'origine pour diriger le pays. Vous voyez la malhonnêteté, la fourberie, la tricherie. Wow. C'est clair et net. Moi, Fidel Bandika, j'ai tous les dossiers. J'ai toutes les constitutions. Je les garde précisément. Bravo. Donc, Doleguele... On ne peut pas... Oui. Ces gens-là me fuient. C'est eux qui ont demandé à ce que je débatte contradictoirement avec eux. Oui. Ça ne vient pas de moi. Le professeur Atansi a parlé sur les ondes de Radio Déclouka, RFI, partout. Il veut un combat d'idées avec moi sur l'interprétation de la constitution du 30 mars pour qu'enfin on mette en lumière les incohérences et la malhonnêteté intellectuelle des juristes de l'époque qui ont fait un nettoyage sur mesure pour permettre à d'autres personnes de briguer la magistrature. Madame Samba Panza n'était pas éligible en 2016, puisqu'elle a dirigé la transition, c'est interdit dans la charte constitutionnelle, mais elle a entendu que sa constitution soit promulguée, parce que la constitution a été faite, votée 6 mois, depuis très longtemps. Alors que la loi dit que si une loi n'est pas votée, elle est votée et pas promulguée dans les 15 jours, la promulgation de l'office. Et la charte constitutionnelle ont entendu le jour de la prestation du serment de M. François Archange Touadéra pour promulguer. Elle a promulgué cela 1 heure du temps dans son bureau, et c'est de son bureau qu'elle est venue à la prestation de serment de Touadéra. Voyez-vous, cette constitution que nous querellons aujourd'hui a été promulguée le jour de l'investiture du président démocratiquement élu par le peuple souverain. Ça fout le mal. Quelle fourberie. Complètement. Voyez-vous. Complètement. Excusez-moi, monsieur Fidel Bandika. Je permettre aux gens... Oui. C'était pour éviter à M. Akandi et d'autres personnalités de l'époque qui disaient que cette constitution-là ne reflétait pas les réalités centrafricaines. Elle n'était pas promulguée. Elle a gardé le texte avec elle jusqu'à sa promulgation le jour de l'investiture, et 1 heure après, elle a quitté le pouvoir. Waouh! Une heure! Et elle a entendu 5 années après pour briguer la magistrature suprême de l'État, parce que
les restrictions qui pouvaient l'empêcher de prier la magistrature suprême de l'État étaient déjà enlevées Oui. par elle, Shanghai et les autres. Excusez-moi. Donc, Dans le centrafricain d'origine là. Oui. Centrafricain d'origine, Ah. c'est le terme qu'il faut pour celui qui prétend à diriger notre pays. Centrafricain d'origine, ça ne signifie pas centrafricain de sang. Les centrafricains de sang se font par filiation à la naissance. Oui. C'est-à-dire un centrafricain de coutume centrafricaine et une centrafricaine de coutume centrafricaine qui se marie et qui prend un enfant. Cet enfant-là est centrafricain de sang. Sous d'autres yeux, on dit centrafricain de souche. Mais un Tchadien qui a vécu chez nous avant l'indépendance, parce que c'était un même pays, l'AEF, un Congolais, un Gabonais, quoi. On était 4 pays. Ubangui Chari, Tchad, Congo-Brazzaville et Gabon. Voilà. Nous étions tous des Haïtiens, des sous-français. C'est pas tout le monde qui était français. Il y a une catégorie de personnes qui, on pouvait dire qu'ils sont français, même s'ils sont de couleur, mais la majorité, on les traitait des indigènes. Et les indigènes n'étaient pas français. Ils n'étaient pas français du tout. Ceux qui étaient dans les plantations TVA, ceux qui étaient chicotés pour les cultures de rente et ainsi de suite, ils n'étaient pas français parce que quand tu es français, on ne te chicote pas. Tu bénéficies de ce qu'on appelle liberté, égalité, fraternité. Et donc tu ne peux pas chicoter quelqu'un qui est ton semblable. Voilà. C'était une certaine élite qui avait la nationalité française. C'est à partir de 1975 qu'on va déclarer que ceux qui étaient dans les colonies françaises sont français parce que je pense 15 ans après l'indépendance, c'était déjà trop tard. Tout le monde était déjà devenu centrafricain. Voilà. Et donc, si un Tchadien qui a vécu en Ubangui Chari et qui est resté jusqu'à après l'indépendance, il est devenu français, centrafricain. Il est centrafricain d'origine. Il prend une femme tchadienne également, qui était avec lui avant l'indépendance. Les deux vont mettre au monde un enfant qui est centrafricain d'origine. Parce que ses parents sont centrafricains d'origine. Mais ses grands-parents sont d'origine tchadienne. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il peut être musulman, mais le musulman, c'est comme le chrétien. Oui. Ce n'est pas une nationalité, c'est une religion. Tout à fait. Importée. Oui. Voilà. Et les gens confondent musulmans avec la nationalité des pays musulmans. Non. Tout à fait. C'est faux. C'est faux, oui. Bon, maintenant, une autre sorte de centrafricain, c'est un étranger après les indépendances qui vient chez nous. Oui. Qui reste, le délai minimum c'est 5 ans. D'accord. Il reste 5 ans, 10 ans, il fait